Bonjour, c'est Alexis Michel, spécialiste médias sociaux et créateur de contenu, entre autres sur le compte Bonne Bouffe Montréal, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mangeons Marketing. Mangeons Marketing, c'est quoi? C'est un balado qui a pour but de faire rayonner les humains derrière les entreprises agroalimentaires au Québec. 1, pour en savoir plus sur eux, et 2, pour accéder aux coulisses. Qu'est-ce qui se passe derrière leur marketing, leur succès, leurs échecs? On va voir tout ça aujourd'hui. L'épisode du jour, il est incroyable. On est parti d'un verre entre 3 amis et on s'est retrouvé à la création d'une distillerie. On verra plus tard de quoi il s'agit. Mais avant de commencer, on va en profiter pour remercier Origine qui produit et diffuse ce balado et La Grappe qui le commandite. Pour faire très simple, La Grappe, c'est quoi? C'est un collectif spécialisé dans le marketing agroalimentaire. Vous avez besoin d'un logo, d'une image de marque, création de site internet, gestion des médias sociaux. Je vous invite chaleureusement à les contacter. Notre invité s'appelle Mathieu Caron, il est l'un des cofondateurs de la distillerie Trois-Lacs et pas la distillerie des Trois-Lacs. Ça, je sais que c'est important pour Mathieu, mais il n'est pas tout seul dans cette aventure. Il a 2 associés, ou plutôt je dirais que c'est 3 amis d'enfance. Ils étaient en train de discuter un jour et ils se sont dit... Si on partait une distillerie, on va creuser un petit peu plus. Est-ce que déjà, bienvenue Mathieu, et est-ce que c'est un bon résumé déjà pour faire simple? Ça commence déjà, l'intro, et le début, il est là. Ouais. T'as vu, j'ai fait attention à Distillerie Trois-Lacs. Ouais. J'ai vu que toi, ça te tenait à cœur. Hein, chaque fois. Ouais, merci. Là, je te parlais d'une activité hier, puis on l'a mentionné. Là, il y avait une amplification sur le dé, puis c'est ça, ça m'achale. Et donc, comment tu définis, d'ailleurs, c'est souvent une question que je pose aux invités. Dès que tu rencontres du monde, tu te présentes comment? Qu'est-ce que tu racontes? Sur ma personne? Ouais, par exemple, sur ce que tu fais dans la vie, sur qui t'es, comment tu te définis? En fait, tu sais, je me définis comme un... je vais jamais utiliser le terme entrepreneur. Là. J'aime pas ça. Je trouve ça un petit peu cadré. Là. Dans le fond, je sais pas comment je me définis. Tu sais, il y a tellement de tâches à l'intérieur de la distillerie. Je me définis comme un fondateur de la distillerie, c'est ça, quelqu'un qui travaille là. Dans le fond, c'est ça. On n'a pas de hiérarchie, on n'a pas de titre, quoi que ce soit. Là. Fait que, ouais, cofondateur de la distillerie. Parce que là, vous êtes 300, en tout cas, c'est correct. Vous êtes 3 amis d'enfance, on est bien d'accord, c'est ça? Ouais, exactement. Et vous êtes 3 avec des tâches, j'imagine, totalement différentes, mais est-ce que vous êtes vraiment 3 cofondateurs à part égale et vous prenez les décisions ensemble? Ça se passe comme ça? Oui, c'est ça. On est 3 fondateurs, 3 amis d'enfance, comme tu as dit. Puis, c'était important pour nous d'être 3. On est toujours 3 aujourd'hui. À part égale, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Chaque personne a sa place. Puis, tu sais, oui, on pourrait souvent dire que 3, c'est pratique pour être 2 contre 1, là, mais on a rarement à utiliser ce mécanisme-là parce que, on a quand même une vision commune de la chose. Puis, même si on a des divergences d'opinion par moment, tu sais, ça se fait naturellement au final, la discussion. On va vraiment feeder l'un sur l'autre sur où est-ce qu'on s'en va. Fait que, non, c'est ça. C'est vraiment une histoire de 3 gars qui s'unissent pour faire ça. Puis, ouais, c'est vraiment cool. Puis, tu sais, on a fêté nos 5 ans cette année. Fait que c'est fou qu'après 5 ans, tu sais, la dynamique qu'on avait, évidemment, elle évoluer. Puis, elle est au-delà du fait qu'on était amis avant. Mais c'est ça. Ça marche encore super bien. Puis, je pense que c'est une de nos forces encore aujourd'hui. Là. Et parce qu'on en a parlé un petit peu, j'en ai parlé, c'est vraiment parti d'une soirée où vous étiez en train de discuter, vous avez dit on va créer une distillerie, mais est-ce que c'est vraiment ça? Comment on arrive à se dire on va créer une distillerie? Parce que oui, il y en a de plus en plus au Québec, mais c'est pas anodin de créer une distillerie. Pourquoi? Comment c'est parti tout ça? Tu sais, à l'époque qu'on a eu cette idée-là, c'était quand même les balbutiements là, des micro-distilleries au Québec. Il y en avait peu, là. Dont Saint-Laurent, le distillerie du Saint-Laurent, là, malheureusement, qui a fermé aujourd'hui, mais qui nous inspirait là, dans le quotidien, là, quand on lisait un peu les articles qui sortaient. Mais pour vrai, c'est une idée un peu fou. Là. Je ne sais pas si c'est le même pour tout le monde, mais on dirait qu'on n'a pas vraiment su dans quoi on s'embarquait initialement. On a eu cette idée fou-là un soir. On s'en parlait ce soir sans cesse. Là, on a parlé que de ça. Puis,
tous les jours qui en ont suivi, du reste de la semaine suivante, on se parlait on s'en parlait sur Messenger, on s'écrivait tous les soirs, on avait fait même un petit groupe, le lendemain, on avait déjà un petit groupe ensemble. Puis on faisait des recherches, puis on se le relançait, puis au bout d'une semaine, on s'est dit, je pense qu'on a un projet sérieux entre les mains, sérieux dans la façon de parler, tu sais, parce que on avait tous nos jobs, c'était pas une question de... fallait vraiment se revirer dans la vie, là, on avait nos emplois respectifs, puis je sais pas, il y avait cette passion-là de créer ce projet-là. Puis, tu sais, j'aime parler de projet parce que si je le regarde avec mon regard d'aujourd'hui, c'était vraiment un projet. Là, c'était pas on se part une business, j'ai de l'argent dans les poches, je veux ça investir. Tu sais, ces mots-là n'existaient pas dans ce temps-là. C'était vraiment on part ce projet-là, on fait de l'alcool à notre image. Je sais pas c'est quoi notre image, mais on veut qu'elle soit à notre image, puis on va le trouver. Puis c'est ça l'état d'esprit dans lequel on était quand on a commencé. Puis faut être un peu fou, je pense, pour être entrepreneur. Faut pas trop réaliser dans quoi qu'on s'embarque. Surtout quand t'as pas beaucoup d'argent, puis que t'as juste du rêve, puis un peu de temps. Là. Fait que c'est ça. Hyper intéressant. Et donc, comme tu le disais, vous aviez chacun vos carrières respectives. Vous étiez dans quel domaine? Est-ce que y en a qui étaient déjà entrepreneurs? Est-ce que individuellement, toi, c'était ta première expérience dans l'entrepreneuriat, ou à vous trois, c'était votre première expérience dans l'entrepreneuriat? Vous étiez dans quelle position à l'époque, individuellement, par exemple? Aucune expérience en entrepreneuriat pour les trois et aucune expérience dans le domaine du breuvage, food, whatever, qui est en lien avec ce qu'on faisait. Et même pas dans le produit. Ouais. On était côté service. On pourra en parler plus tard, là, mais service-produit, c'est tellement différent comme mentalité. Mon associé Nicolas était... il a un long parcours, là, mais à la fin, il travaillait en estimation en génie civil, là, mais il a passé par des projets en Afrique, dans les Grands Nord, en Gaspésie. Fait qu'il s'est promené beaucoup. J'ai Dominique qui était frigoriste, donc sur les chantiers de construction. Puis moi, j'étais architecte. Donc vraiment des univers quand même... Ouais. On n'est pas dans la boisson, on n'est pas dans l'agroalimentaire, quoi, pas dans du les tout. faits. C'est ça, on est dans le service, on est de près et de loin tout dans la construction, qui n'a comme pas de lien du tout avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mais avec du recul, puis même quand on a commencé, on réalisait qu'on avait des forces complémentaires et des forces qui pouvaient se transposer dans notre travail. Puis naturellement, je pense que ces forces-là se sont définies. On a pris des tâches qui nous intéressaient. Puis nos rôles aujourd'hui représentent sensiblement ce qu'on était dans le passé, juste adapté au contexte aujourd'hui. Ça se découpe comment, par exemple, entre vous trois? Ça a été un long processus parce que, tu vois, l'idée, elle a germé là, le soir que tu parles. Là, on est en août 2016. OK. Puis Nicolas lâche son emploi en avril 2017. Okay. Donc moins d'un an après, mais vraiment avant nous autres. Okay. Dominique, il a quitté en 2020, puis moi en 2021. OK, Il y a vraiment eu un gros gap de création d'entreprise. Autant que c'est un milieu complexe, là, c'est de l'alcool, beaucoup de réglementation. Ça a été difficile, l'implantation sur le site, là, il y a eu beaucoup de complexité là, encore en lien avec l'alcool. Puis, on travaillait aussi. Fait que, des fois, initialement, quand tu te mets pas all-in dans le projet, c'est plus long. Double carrière au final, ouais. Tu bâtis une marque, tu bâtis une distillerie, plus tu avais ta carrière, enfin vous aviez votre carrière respective à gérer. Exact. Puis ce mécanisme-là a fait en sorte que Nicolas, étant à temps plein, a pris beaucoup de tâches. Pas de production, parce que la production, dans le fond... on la faisait quand même au petit à petit, puis c'est Dominique qui overview toute la production. Mais c'est plus en Nicolas et moi du côté administratif que ça a été un long processus parce que Nicolas avait 80% des tâches dans l'entreprise. Fait que graduellement, j'ai pris des petits morceaux. Puis ça nous a fait en sorte que il y a à peu près 2 ans, il a fallu tout revoir les tâches parce qu'on était rendu à faire des tâches tellement communes là, que puis c'était comme la passation, mais il y avait une petite partie à lui, une petite partie à moi encore. Fait que ça fait en sorte que ça a été un long processus avant qu'on définisse vraiment nos rôles clés dans l'entreprise. Là.
Et là, aujourd'hui, vous êtes 3 ou vous avez une équipe où vous êtes encore vraiment les 3 fondateurs? Du côté d'actionnariat, là, proprement dit, on est toujours 3. Ouais. Ça, c'est le... Je dis pas qu'on va jamais avoir d'autres actionnaires, mais c'est le but de rester de ce 3-là. Mais non, on a une équipe formidable à l'interne, qui est quand même une petite équipe, là, vu qu'on a quand même beaucoup de collaborateurs externes. Mais à temps plein, là, on a notre directrice marketing événementiel, là, Gabrielle, qui fait un travail phénoménal là, de nous pitcher partout. Elle a une énergie infinie. C'est vraiment beau à voir. Ensuite, tu as Marie-Claude qui est tout le côté initialement comptabilité, mais qui a pris en charge toute avec Dominique, toute la gestion de la production. OK. Donc, à l'overview, là, on le blague parce qu'elle n'a pas ce titre-là, peut-être encore, là, je ne sais pas, là, mais c'est notre directrice générale non officielle. Okay. Mais non, c'est ça. À l'overview, tellement de choses à la distillerie. C'est comme c'est un pilier, là, c'est la base. Okay. Puis, ces deux ressources-là, c'est essentiel pour pouvoir s'assurer que ce qu'ils font, on sait que ça va être bien fait. On sait que ils ont des visions différentes de la nôtre. C'est correct. C'est ça la beauté d'avoir des employés différents de nous. Mais ils vont faire un travail phénoménal. Puis on a un peu de travail. On a un employé à la production, beaucoup de temps partiel, beaucoup de mixologues à contrat, des firmes extérieures. Là, donc l'équipe, au final, est immense. Là. Wow, donc de 0 expérience dans l'entrepreneuriat pour vous 3. Là, on voit que ça s'étoffe, ça grandit d'année en année, comme tu dis, à peine 5 ans. Ce qui à la fois est beaucoup, vous, quand vous êtes dedans, c'est énorme, mais à la fois pour une entreprise, ça reste encore jeune, donc c'est incroyable déjà. Et tu as commencé déjà à aborder un petit peu le marketing, mais on va parler avant tout ça très simplement pour quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute. Concrètement, si demain tu veux partir une distillerie, ça prend quoi? Parce que tu as dit qu'il y avait plein d'étapes. Grossièrement, on va dire, quand vous avez eu l'idée, qu'est-ce que vous vous êtes dit le lendemain matin? Enfin, quand il fallait vraiment actionner les choses, comment tu fais quoi dans les faits? Nous, ce qui nous a passé par la tête, c'est qu'il faut trouver un produit. Il faut trouver ce premier produit-là qui va définir la marque. C'est ce qu'on se disait, puis on recherchait. On n'avait pas de nom non plus, tu sais. Faut se trouver un nom qui va aussi représenter qui on est. Je dis aujourd'hui qu'il faut représenter la marque, c'est pas des mots qu'on avait à l'époque, là, on essaie de trouver, c'est ça, qui on était, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va nous distinguer des autres. Puis des autres, il y en avait beaucoup moins à l'époque qu'il y en avait aujourd'hui. Le marché était peut-être saturé dans la grosse sphère des grosses entreprises, mais pas dans la catégorie d'entreprises qu'on était nous. Tout est en ébullition. La pandémie est arrivée juste après, ça a explosé encore plus. On sait, la pandémie, c'était un accélérateur. Là, fait que la petite bombe qu'il y avait initialement, elle a vraiment explosé durant la pandémie. Puis c'est ça, tu sais. Fait qu'au final, tu sais, on a trouvé qui qu'on était, mais tu sais, je pense que c'est dur de connaître qui tu es parce que tu sais, t'as Mathieu Caron, Nicolas Berriot, Dominique Proulx, l'entité personnelle, mais une fois que tu tombes dans l'entreprise, c'est quoi le message commun qu'il faut véhiculer? Puis cela, faut le trouver, puis il se définit avec le temps quand même. Puis il faut quand même pas trop être pris dans un carcan, mais il faut quand même rester dans une ligne de pensée et pas trop déroger avec des intérêts personnels qui n'ont plus de lien avec l'image de marque. Puis ça, je pense qu'on l'avait pas nécessairement au début. On l'a trouvé, on a quand même travaillé avec ça, puis ça fonctionnait. Puis je pense qu'on l'a bien défini avec le temps, puis je pense qu'on peut plus dire que c'est sûr que la marque aujourd'hui nous représente plus qui on est dans un ensemble que quand on a commencé. Mais il faut commencer quelque part. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut foncer, il faut regarder qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le retour du public par rapport avec ce que tu fais, puis naviguer là-dedans, puis juste trouver c'est quoi de plus en plus ta voix et quitter.
Exact, ben c'est ce que j'allais dire pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent et qui veulent partir, une marque en agroalimentaire, une entreprise. C'est clair, comme tu le disais, tu peux pas savoir, même les plus grosses entreprises aujourd'hui, quand on regarde ce qu'elles étaient il y a 20 ans, c'est complètement différent et c'est correct de pas avoir exactement ce qu'on veut parce que c'est flou quand on part une entreprise qu'on doit se définir, c'est pas évident. Comme tu l'as dit, vous avez déjà fait le travail d'essayer de mettre des mots là-dessus, mais des fois, effectivement, ça prend d'avoir des premiers retours, ça prend d'avoir de l'expérience aussi, des fois de passer par ce qu'on veut pas pour savoir ce qu'on veut. Et effectivement, c'est un processus, mais l'essentiel, c'est de se lancer dans le grand bain et d'y aller et après d'acquérir cette expérience-là. Donc au début, vous avez fait les choses, vous vous êtes dit, OK, on veut créer une distillerie et donc il faut déjà qu'on définisse évidemment qui on est, qu'est-ce qu'on veut proposer et après vous avez pensé au premier produit et après directement vous avez cherché la distillerie en question pour commencer à produire ou comment ça se passe à ce niveau-là? En fait, tu sais, vu qu'on est dans l'alcool, on est... Bon, je suis architecte, là, j'ai mon langage à moi, là, mais on est une catégorie d'entreprise, là, de production la plus dangereuse. Là. Je peux comparer notre même catégorie, une entreprise qui va fabriquer des explosifs va être la même catégorie que nous. Donc, c'est quelque chose qui limite beaucoup les emplacements à laquelle que tu peux t'implanter. Ah, à ce point-là, OK. Ouais, à ce point-là. Puis, tu sais, on avait vraiment un désir initialement... Tu sais, on était fous, on avait plein d'idées. On veut avoir... Initialement, on avait un bâtiment ancestral qu'on voulait revamper. On voulait faire tel type d'alcool, blablabla. Puis là, à un moment donné, tu réalises que tu peux pas tout avoir. Ouais. Puis, on aurait bien aimé ça, s'implanter avec pignon sur rue, sur la rue principale où est-ce que tout le monde va passer. Puis, c'est pas possible. Une distillerie avec le code, avec le caractère qu'on est, le côté explosif là, qu'il peut y avoir avec la production d'alcool. OK, légalement, tu pouvais pas, même si tu le voulais, tu peux pas. Exact, je peux pas. Fait que là, ça a été un premier choc, une première déception de dire, OK, c'est quoi mes plans B? C'est où qu'on peut aller? Puis ça a été long là, avant qu'on laisse aller le morceau. Puis à un moment donné, on a comme juste laissé aller. On a dit, OK, on va aller dans un quartier industriel. Puis avec un caractère de vente, parce qu'on voulait quand même que les gens viennent nous voir. Ouais. Puis on a finalement, quand on a laissé tomber ça a déboulé vite par après. Puis fait que ça a été très long. Ce qui a été aussi très long, c'est le plan d'affaires, parce que on était avant l'explosion, fait que dans le fond, pendant probablement qu'il y avait plus de données sur le marché, sur le marché, mais des jeunes entreprises qui font de l'alcool, il y avait pas beaucoup de données sur est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Exact. C'est pas toutes les banques qui adhéraient au projet, fait on a assuré de se faire un plan d'affaires béton, là, c'était genre ça d'épais. Puis on allait voir les instances, puis on dit « OK, wow, c'est rare qu'on a des documents aussi bien étoffés pour quelqu'un qui n'a jamais eu le business de sa vie comme ça. » Incroyable. Fait que ça a été long. Ça nous a pris plus qu'un an à écrire le plan d'affaires, parce qu'on récoltait des données, Là, tout le monde fait juste écrire ton plan d'affaires. Non, il manque des données avant de Tu deviens auteur, tu fais pas de la distillerie. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça s'écrit, dans le fond, ça nous a pris plus qu'un an à l'écrire, mais quand on s'est assis pour vrai, je pense que 3-4 mois, c'était écrit, puis on avait quelque chose de béton. Puis... Fait que c'est beaucoup d'étapes comme ça. Après ça, il a fallu trouver notre nom, Distillerie Trois-Lacs. Ça, c'est quelque chose que... on s'est questionné très longtemps, puis à un moment donné, on s'est dit, OK, on regarde qui qu'on est, où qu'on s'implante, qu'est-ce qu'on veut dégager, puis on voulait dégager la région. On avait tous les trois quitté physiquement notre petite région. Ouais. Puis c'est ça, distillerie Trois-Lacs. Tout est Trois-Lacs dans notre coin. Notre commission scolaire est Trois-Lacs, les équipes sont Trois-Lacs de sport. Fait que pour nous, c'était comme logique de reprendre un terme de la région non officiel pour l'appliquer à notre entreprise. Puis de là, on est allé voir une firme de Bren qui s'appelle Pigeon Bren. Très connu dans l'industrie, oui, effectivement. Ouais, exact, ici à Montréal. Puis encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous disent, je pense que c'est un de vos meilleurs moves que vous avez fait à ce jour, d'aller voir une grande firme parce que, pour vrai, pour les payer, je prenais directement dans ma marge de crédit personnel pour payer chaque facture. Ça a été un gros gamble de notre part parce que aujourd'hui, c'est rien les montants qu'on dépensait
Mais à l'époque, je veux dire, tu dépenses des dizaines de milliers de dollars, puis tu sais même pas si ça va rapporter. Quand tu pars de zéro, même un 1000$, c'est énorme, effectivement. 1000$, c'est énorme, parce que 1000$ dans la vraie vie, tu y penses 2 fois avant de les dépenser, puis là, il faut que tu le fasses. Puis il y en a le lendemain, tu as une autre facture de 1000$ qui arrive. Fait que c'est ça, c'est un beau gamble, puis c'est ça. Ça a été vraiment un gros coup, super le fun. On a travaillé avec eux autres, puis les personnes initialement avec qui on a travaillé sont encore là aujourd'hui, puis c'est vraiment incroyable. C'est vraiment le fun. Avant même d'avoir le premier produit, alors c'était vraiment l'image de marque dans l'entièreté, là, c'est ça? Ouais, exactement. Okay. Dans les premiers balbutiements de discussion, mais rapidement, on a eu un produit, puis ça l'a un peu teinté. Ouais. Puis quand je dis là, on va parler des produits subséquents, là, mais c'est ça, c'est comme si le premier produit dictait quelque chose, puis on s'est enligné autrement par après. Fait que c'est ça qui est le fun d'être à l'écoute de ce qui se passe pour s'adapter, sans se dénaturer, juste bien s'adapter. Sûr. Et c'est pour ça que je posais toutes ces questions, parce que c'est vrai que de l'extérieur, souvent, quand tu regardes, que ce soit dans cette industrie, l'agroalimentaire ou autre, tu vois une entreprise et tu te dis, tout a l'air tellement simple. Donc, je trouve ça intéressant de prendre ce moment pour que toi t'expliques. La réalité, c'est qu'entre le moment où vous avez eu une idée, c'est vrai que le storytelling, tu le raccourcis forcément tout le temps. On a eu une idée, on a voulu créer une distillerie, mais que ça passe par un an de plan d'affaires, que ça passe par des papiers administratifs, des désillusions où tu découvres, ok, moi mon rêve c'était ça, ça marche pas. Je trouve ça intéressant pour quelqu'un qui veut partir sa compagnie aussi d'avoir cette réalité du terrain, et aussi, c'est aussi le propos de ce balado, c'est aussi de pouvoir donner du data à quelqu'un qui veut partir en agroalimentaire. Ou alors le grand public qui écoute, quand il fait affaire à une marque, ils comprennent que ok, c'est pas juste quelqu'un qui s'est dit je vais prendre une bouteille, je vais coller mon étiquette et je pars demain matin. Je trouve que c'est important de... Non, c'est ça. Puis, tu sais, à la limite, si tu casses toutes les cases de la petite administrative, au pire, ça prend 3 ans, tu réussis. Mais c'est pas tout, tu sais. Après bien ça, sûr. Tu as un produit, puis si tu n'as pas bien saisi ton marché, ta bouteille, tu vas te rester pris avec, tu sais. Puis ça, on a eu un déclic assez rapidement. Le premier festival qu'on fait. On vend notre première bouteille de gin citron tournesol. Ouais, OK. En août 2019. Puis, dès le départ, on fait un festival en août. On n'avait rien. On avait absolument... Je pense qu'on avait fait demander un mandat d'imprimer quelque chose. La fille de l'impression était venue le porter sur le site directement. On n'avait rien. C'était vraiment drôle. Puis, nous, tout tournait autour du tournesol. Mm-hmm. C'était... quand on était jeune, on passait en autobus devant des champs de tournesol. C'était comme l'image de notre région. L'ancrage local, toujours l'ancrage local. Ouais. Exact. Fait que c'était tournesol. Puis tournesol, ça a un goût noisetté. Mm-hmm. Fait que c'est quelque chose de riche quand même. Puis on a essayé de trouver un pairing avec ça, qui était le citron frais, qui amenait un peu de fraîcheur là-dedans. Mais notre thinking était sur le tournesol. Fait que tous nos premiers visuels et tout étaient beaucoup plus sur la terre, beaucoup plus sur... c'est ça, là, les racines du tournesol. Premier festival qu'on fait, on dit gin, mettons, c'est un gin fait avec du tournesol et citron. Là, à chaque fois que tu disais tournesol, il y avait des points d'interrogation dans les yeux. Puis quand tu disais citron, t'avais les yeux illuminaient. Fait que là, on a compris dès le départ que c'était le citron qui était plus vendeur que le tournesol. Fait que c'est ce qui a guidé vraiment la direction de l'entreprise. Le shift s'est fait 1 mois après notre première vente. Incroyable, OK. On est parti sur la fraîcheur, puis aujourd'hui, on est encore une entreprise qui mise sur la fraîcheur. Les agrumes et tout, effectivement, on le retrouve beaucoup. Exact. Trop bien. Fait que même si on a travaillé pendant 5 ans à essayer de définir, non pas 5 ans, 3 ans à définir quelque chose, en 1 mois, tout change de cap, puis il faut que tu t'adaptes. C'est le terrain. Ça, c'est ce que je dis pareil. C'est souvent, quand tu fais des stratégies, moi, en tant que spécialiste médias sociaux, c'est aussi ce que je dis des fois aux clients. On va faire la meilleure stratégie possible, mais si quelqu'un vous promet que cette stratégie va performer, c'est faux, parce que la réalité, c'est à partir du moment où tu vas te confronter au terrain que tu vas apprendre 99% de la réalité. Et l'important, après, ça va être de shifter, d'être capable de s'adapter pour voir concrètement si la théorie, souvent en marketing, on pose des hypothèses et on les vérifie sur le terrain. Là, comme toi, comme tu dis, vous avez imaginé pendant des années. Et là, le terrain, vous l'avez été confronté directement. Vous vous êtes dit, OK, on va garder citron, on va enlever tournesol, alors que si tu n'avais jamais confronté ton produit au public,
tu n'aurais peut-être jamais enlevé le tournesol et tu serais parti all-in là-dessus et tu aurais pu travailler encore 2 ans en pensant que c'était le tournesol. Donc c'est hyper intéressant et tu m'as fait une belle transition là parce qu'on va parler un petit peu de marketing au global. Vous, c'est quoi et ça a été quoi et aujourd'hui, c'est quoi votre stratégie de marketing? C'est quoi les gros leviers que vous utilisez au quotidien pour faire votre place? Aujourd'hui, vous avez quand même un vrai nom dans l'industrie. Vous avez aussi, le brand, on l'avait vu, honnêtement, il est excellent, il est hyper mémorable, les bouteilles sont vraiment belles, mais c'est quoi vos stratégies marketing pour aller chercher du client? C'est quoi les leviers que vous utilisez? Ouais, j'ai 60 sujets que je veux te parler. C'est intéressant, c'est le but. Premièrement, une de nos valeurs à la distillerie, c'est le plaisir. Ouais. Super important. Puis c'est ce qui se on voulait absolument aujourd'hui, on veut le transposer absolument dans notre visuel, dans notre messaging, dans la façon qu'on se présente, dans toutes les facettes. Puis mais c'est ça, si on revient à la base, pour nous, c'était hyper important d'avoir un produit fort. On est avec le citron tournesol, mais rapidement, on était avec un deuxième produit qui est le gin pamplemousse romarin, qui a fait une explosion. Puis pour nous, il fallait qu'il y ait 2 critères. Il fallait qu'il soit visuellement beau pour le premier achat, et visuellement beau, mais aussi avec un message clair, là, que le client ait le goût de l'acheter, et que le produit soit bon, et qu'il y ait un marketing fort pour que la personne ait le goût de le racheter. Ouais. Bon, là, ça a l'air évident là, de dire ça, mais c'est super important. Puis des fois, tu te perds dans le premier ou dans le deuxième. Fait que si tu n'as pas ce premier coup de foudre-là, les gens ne l'en goûteront jamais. C'est clair. Ils ne vont jamais l'acheter. Puis à l'inverse, si tu mises juste sur un marketing, puis une image, puis là, après ça, tu le goûtes, puis tu as une déception, là, le rachat se fera pas. Bon, des fois, le marketing est tellement fort que le client va se convaincre que c'est bon, mais ça a quand même une durée. À un moment donné, là, la prochaine saveur va apparaître, puis tu l'aimes pas tant que ça finalement, fait que tu vas aller à la nouvelle saveur. Tandis que si c'est vraiment bon, tu vas quand même rester accroché, puis ça va donner un classique. T'sais. Puis ça a été quelque chose qui était vraiment important pour nous, de s'assurer que certains de nos produits deviennent des classiques indémodables, que les gens vont toujours racheter. Toujours, quelqu'un me dit « Ah, j'ai toujours ce produit-là de toi dans mon bar. » Ça, c'est ce que je veux entendre parce que, oui, on fera plein de choses, mais si tu as un produit que tu veux conserver, mais ça, c'est ça qui est acquis. T'sais. Puis, le moment donné, tu vas dire « Je vais essayer l'autre, Fait que ça, c'est une chose. Mettons qu'on décortique les deux, là. Mais en tout cas, parenthèse, et je sais bien que tu le dises, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, créer un bon produit, c'est clair que c'est le meilleur levier marketing. Parce que c'est vrai que souvent dans le marketing, on dit « Ah attends, on va utiliser cette technique pour optimiser, tu pourrais faire ça. » Mais on s'entend, le meilleur levier marketing de base, c'est créer un bon produit. Comme tu l'as dit, c'est la meilleure des choses. Souvent, on parle de tous les autres aspects, sauf créer un bon produit. Et après, derrière, la meilleure stratégie marketing pourra pas faire vendre ou pourra pas faire revendre un produit qui est pas bon, tout simplement. Donc, je voulais juste faire le petit point parce que c'est très bien que tu le dises parce que c'est vrai qu'on parle de stratégie marketing, on aurait pu partir sur nous, on fait beaucoup d'emailing, nous, on fait beaucoup de médias sociaux. Je trouve ça intéressant que tu aies commencé par le cœur du truc on a voulu faire un bon produit, tout simplement. Donc, très bien. En fait, tu sais, c'est là, on dit que je vais parler de tout sauf le marketing, mais tu sais, du marketing, tu peux pas. Ça sert à rien de dépenser 100 000 $ dans une campagne si ton produit n'est pas bon, s'il n'est pas distribué, s'il n'est visuellement pas attrayant. Ça va tomber à l'eau. Fait que t'as beau avoir la meilleure campagne marketing, si t'as rien pour l'appuyer, ça marche, ça fonctionne. C'est clair. Tu sais, une de nos stratégies marketing initialement, j'en ai parlé, c'était Pigeon. Ça, c'était hyper important. Puis, on n'a jamais, on n'a jamais laissé tomber ce volet-là. On a toujours misé là-dessus. On a parlé avec d'autres entreprises, puis ils disaient, vous êtes fous de dépenser des sommes comme ça pour vos produits, pour votre déploiement de produits côté visuel, mais pour nous, c'est tellement important. On aime le souci du détail, on aime ça que tout soit réfléchi, pensé, dans une optique de vente. Puis ça, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui omet ça
tu fais un produit, oui, pour toi, pour avoir le plaisir de le faire, parce que si tu n'as plus de plaisir, tu le feras plus. Mais il faut que tu fasses un produit pour le vendre, pour avoir une clientèle qui va apprécier, acheter ce produit-là. Et il faut que tu leur parles à ces gens-là. Il faut que tu aies un message clair quand tu présentes le produit. Puis je pense que dans un monde où tout le monde voulait découvrir, mais tout était à connaître, nous, je pense qu'on a vraiment travaillé fort initialement sur avoir un visuel qui montre clairement qu'est-ce que le consommateur va boire. Fait que là, mettons, le pamplemousse romarin, il y avait des pamplemousses et du romarin, c'est écrit pamplemousse romarin. C'est clair, tu sais à quoi t'attendre, tu ouvres la bouteille, tu sens, ça sent ça, tu te goûtes, ça goûte ça. Ça goûte ça. Fait que tu sais, c'est un fil conducteur qui fait du sens, bien sûr, puis qui rassure le client. Je pense que rassurer le client, tu sais, oui, c'est le fun de déstabiliser un petit peu le client. Probablement qu'il y a des entreprises qui le font super bien. Nous, on n'est pas vraiment dans ce créneau-là. Tu sais, même si on est en mode exploratoire, comme dans la pandémie, ou aujourd'hui, qu'on est vraiment dans un mode chaque dollar, je dois investir mon argent adéquatement. Je pense qu'il faut passer le bon message, puis il faut rassurer le client au final que oui, je vais peut-être vivre une expérience, mais une expérience quand même rassurante où est-ce que j'aurais dépensé 45 $ pour une bouteille, mais elle va être bonne. Fait que j'ai ce que je pense acheter, en tout cas. Oui, exactement. Puis quand tu l'achètes, mais tu n'es pas déçu. Tu n'as pas cette déception-là. Ouais. Fait que autour de 3 lacs, il n'y a pas de déception. T'sais. Fait que je pense que ça, c'est une chose qu'on a vraiment bien faite puis qu'on a transposé même dans nos prêts-à-boire qui est les plus flyés de nos visuels. Notre premier produit qui est le gin limonade rose. Et pamplemousse romarin, il y a des pamplemousses, il y a des romarins, c'est une limonade rose. Je veux dire, c'est évident. Limonade rose, c'est au pamplemousse. Même si dans le commerce, souvent, il va y avoir du canneberge, là, fait que c'est un peu mélangé, mais dans l'imaginaire collectif, c'est une limonade au pamplemousse. C'est ça qu'on offre, puis c'est ça que le monde aime. Fait que ça a toujours été comme ça. Le fil conducteur est bon, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que ça a fonctionné. Le branding, déjà de miser fort sur le branding, sur l'image de marque. Et donc ça, c'était, j'imagine aussi, parce que là, comment ça se passe? Est-ce que vous vendez, j'imagine évidemment que vous êtes à la SAQ tout simplement pour faire votre place dans les étals, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de références que c'est certain que avoir un produit qui claque directement, tu fais la différence immédiatement. Mais au-delà de ça, au-delà de l'image de marque, c'est quoi les leviers que vous utilisez? Est-ce que c'est les médias sociaux? Est-ce que vous faites beaucoup de publicité? Est-ce que vous faites du marketing d'influence? C'est quoi qui vraiment, au quotidien, dans les faits, où vous mettez vos dollars chaque mois, grossièrement, on va dire? Il y en a qui vont me dire, les invités précédents, il y en a qui disaient, nous, c'est all-in médias sociaux, on fait pas de publicité, on fait pas d'emailing. Il y en a, c'est plus dilué. Comment ça se passe pour Distillerie Trois-Lacs? Moi, je vais te répondre toutes ces réponses. Ouais. Puis parce que on a une clientèle assez diversifiée qui va être, je vais dire, 25 à 55 ans. Principalement 30-45. Fait que c'est quand même une tranche de la clientèle qui consomme encore beaucoup de différents canaux de communication. Je pense que si on serait seulement dans les médias sociaux, on manquerait une grosse partie de la communication. Fait qu'on a toujours été initialement autant dans le traditionnel, là, donc télévision, radio. Ah, vous faites encore du vrai gros traditionnel, OK. Ouais. Un peu moins. Ouais. Parce que, on sent là, qu'il y a un petit changement de garde. Mais ça reste qu'il faut pas... En tout cas, moi, je ne considère pas qu'il faut arrêter d'en faire parce qu'il y a encore des gens d'une certaine âge. Là, je veux dire, moi, j'ai 41. Moi, c'est pas un bon exemple. Je consomme pas le traditionnel, mais j'ai quand même encore ma sœur. Ma sœur, elle écoute encore la télé. Okay. Elle écoute encore Radio-Canada, ses émissions. Fait que, tu sais, il y a des journaux. Tu vas à l'épicerie. Tu as encore la magazine que tu vas feuilleter. Tu vas finir par tomber dessus. Fait que, faut pas arrêter du jour au lendemain puis dire que c'est que la seule voie, tu sais. Je pense qu'on est principalement aujourd'hui sur nos téléphones, fait qu'on a l'impression qu'il y a juste là, mais il y a des billboards qu'on voit sur la route quand on circule. Des fois, on s'en aperçoit peut-être pas, mais comme les médias sociaux, tu scrolls, il y a des choses que tu remarques même pas dans ton feed. Fait que moi, je dirais un amalgame de tout.
mais en assurant de targeter les choses les canaux qui sont le plus dans l'air du temps actuellement. Puis, il faut faire attention aussi, sur les plateformes. Fait que, mettons, là, OK, moi, je vais être 100% sur Instagram, mais, je veux dire, moi, ma clientèle, là, la principale est sur Facebook, parce que j'ai une tranche d'âge un peu plus élevée, j'ai des produits qui ont un prix de vente un peu plus élevé, fait que c'est ça l'attire par défaut un peu moins. Les 25 ans et moins sont un peu moins notre public cible. On va en chercher, mais beaucoup moins. Même en bas de 30 ans, c'est difficile. Même la SAQ a de la difficulté à aller chercher les 30 ans et moins. Donc, il faut aussi s'adapter. Il ne faut pas se compter des mensonges de dire « Ah, moi, je vais être sur Instagram puis TikTok parce que le reste ne fonctionne pas. » Mais non, Facebook, c'est encore super relevant. Fait que c'est pas parce qu'il y a des nouveaux canaux de communication que c'est soudainement les seuls et uniques canaux de communication. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Et tu sais, de l'extérieur, j'aurais pas cru ça. Tu sais, quand j'ai analysé, je pensais pas que vous aviez une stratégie aussi complexe. Que là, ce que tu définis, c'est un petit peu la même stratégie, on va dire, qu'une grosse entreprise, où tu vas encore diluer tes budgets. J'aurais cru que vous alliez plus sur des gros all-in, sur certains canaux. J'ai vu que vous étiez fort sur les médias sociaux, par exemple. Moi, forcément, je suis biaisé, c'est mon métier, spécialiste médias sociaux. Si demain, je pars une compagnie, évidemment que je vais y aller all-in dans les médias sociaux, mais c'est bien que tu le rappelles que, effectivement, faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Effectivement, le traditionnel, moi, je suis toujours un petit peu, quand je parle là, je pense aussi aux petites entreprises qui nous regardent. C'est vrai que les médias traditionnels, c'est souvent un coût élevé pour des retours. Bon, je suis toujours un petit peu en guerre contre les médias traditionnels aussi, de par ma position, mais c'est vrai que c'est intéressant, comme tu le dis, de penser à tout le monde, penser à ses cibles. Comme tu dis, c'est pas parce qu'il y a une plateforme à la mode qu'elle est forcément adaptée à toute entreprise. Après, évidemment que le mieux, c'est de tester, de voir, parce que les jeunes demain, ce sera des personnes âgées sur TikTok, par exemple. Ouais. C'est comme Facebook. Facebook, on a l'impression que je déteste Facebook chaque fois quand je parle tout le temps, parce que Facebook, c'est une catastrophe en organique. J'imagine que Facebook, tu l'abordes en publicité beaucoup, ou alors peut-être via des groupes ou autre. Ah ouais, ça performe en pur organique. Ah ouais, mais je pense que ça... là, évidemment, quand tu fais de la pub, ça fonctionne, mais organiquement, c'est notre meilleure plateforme. C'est vrai? Ouais, parce que les gens sur Facebook sont attachés à la distillerie Trois-Lacs. Ils font partie de l'équipe. Quand on fait un post qui met les bons coups de la distillerie, ils sont derrière nous, ils nous encouragent. C'est la plateforme qu'on a plus d'interactions. Wow! Un moment donné, j'ai une équipe de médias sociaux avec des gens plus jeunes à l'intérieur de la firme, puis on n'oublie pas Facebook. Non, il ne faut pas oublier, bien sûr. Ils voient eux autres, les interactions sont où, là. Fait que, étonnamment, c'est ça, je veux dire, la plateforme c'est toujours la dernière plateforme à recevoir les upgrades tout croche des autres plateformes, mais Colin, ça fonctionne. Pourquoi la laisser tomber quand ça fonctionne? Non, mais c'est intéressant ce que tu... Est-ce qu'en continu, vous avez quand même une campagne pub qui tourne, j'imagine? Oui, à tous les mois, ça fait du bien, ouais, c'est ça. Tu as quand même ta petite campagne d'entretien qui va venir supporter l'organique sur Facebook quand même. Oui, c'est ça, exactement. À tous les mois, là, on a... Puis tu sais, maintenant, en plus qu'on a Facebook, Instagram, TikTok, on a aussi notre messaging, puis LinkedIn, là, notre messaging précis par plateforme, budget publicitaire par plateforme, puis... fait que oui, tu sais, il y a toujours quelque chose qui roule, là, parce que sinon... sur chaque plateforme, tu tournes organique et publicité, c'est ça? Exactement. Ouais. Hyper intéressant. Ouais. Puis tu sais, si je peux juste conclure sur, mettons, le côté traditionnel, les prix s'adaptent aussi, hein, parce que, tu sais, dans le fond... De plus en plus, c'est vrai. C'est de plus en plus abordable parce qu'il y a moins en moins d'auditoires. Fait que, tu sais, qu'il y a quand même, je te dirais que c'est le plus accessible que ça n'a jamais été. La presse, d'ailleurs, je vais prendre un exemple parce que j'ai vu ça, qu'eux ont lancé leur propre plateforme qui te permet de démarrer une campagne là, à partir de, je crois, 500 pièces ou 1000 pièces. Okay. Donc, c'est vrai, c'est 100%. Et je pense que de toute façon, ils sont rendus là. C'est vrai qu'à un moment, c'était très inaccessible. Avant, tu annonçais des sommes à 5-6 chiffres pour passer 7 fois 20 secondes à la télévision, alors que des fois, tu es en train de cuisiner en même temps que tu fais le truc. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ils n'ont pas le choix. Et c'est vrai qu'il faut, en tout cas, comme tu l'as répété, je suis assez surpris. Je m'attendais vraiment à une stratégie. Tu m'as déstabilisé. Je m'attendais à que tu j'ai pas fini encore, me dises. Là, mais... Ouais, mais c'est ça. J'ai l'impression que t'es vraiment en mode stratégie. Et c'est ça qui est intéressant. Là, c'est vraiment le lien là, que je suis en train de faire. C'est que c'est un bon point, parce que c'est un peu contre-intuitif, comme tu l'as dit. C'est que depuis le jour 1, consciemment ou inconsciemment,
tu te considères comme une multinationale. Là, si je devais faire tu sais, t'es arrivé direct vers la grosse firme pour faire du branding. Ouais. Là, tu as une stratégie que pourrait avoir un géant de l'industrie dans la boisson. Donc, j'apprends en même temps que les gens. C'est hyper intéressant parce que je ne l'avais pas décelé de l'extérieur. Je me suis dit, OK, ils ont une belle audience sur les médias sociaux. J'imagine qu'ils vont à fond là-dedans. Je me suis dit, comme toute compagnie de boisson, tu dois faire de l'événementiel, tu dois faire des festivals, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais là, j'apprends que vraiment, tu as ta petite stratégie organique par plateforme, que tu fais du traditionnel, et encore dans le traditionnel, tu fais presque tout le traditionnel, radio, télé, affichage. Incroyable, OK. Ouais, puis c'est drôle que tu dises penser comme un gros, mais on a toujours pensé comme un gros et comme un petit. Assez d'avoir les avantages des deux côtés. Si tu penses trop comme un gros, tu vas te faire manger par eux. Bien sûr. Parce que tu vas essayer de faire les grosses actions, puis je veux dire, tu vas payer deux grosses actions, c'est fini, tu n'as plus d'argent. Terminé, ouais. Mais on utilise ce thinking-là d'aller chercher la grosse, puis aller complémenter. Puis penser quand même petit aussi, parce qu'on a encore, tu sais, on grossit comme entreprise, mais on est encore les trois mêmes amis d'enfance. Vous êtes agile, ouais. Si demain il y a un truc qui vous va plus, vous pouvez switcher complètement un budget. Ouais. Exact. Puis on était encore, la dernière campagne, là, on était plus que jamais les trois acteurs de la campagne marketing. Puis on a cette aura-là de la petite entreprise, parce qu'on est encore une petite entreprise, on est une petite PME, là. Fait que on pense autant comme la petite comme la grosse. Puis pour la grosse, j'y vais par étapes là, dans mon explication, mais pour rester 360, on a aussi des gros partenariats qui va représenter quand même un gros morceau du budget marketing, qui est partenaire de Tennis Canada, partenaire des Gloufest Québec, Gatineau. On avait une petite action à Saint-Roch XP à Québec. On regarde avec d'autres partenaires en ce moment. Fait ça devient de plus en plus un avenue qu'on veut favoriser parce que, on y a accès. Initialement, on n'avait pas accès. C'est comme des gros montants qu'il faut avancer. Ouais, c'est clair. Le ticket d'entrée, il est quand même plus élevé, quoi, effectivement. Ouais, exact. Sauf que tu t'adresses à des dizaines de milliers de personnes qui vont être sur place, consommer notre produit. 100%. On a cet avantage-là. Une compagnie d'assurance qui est partenaire, je n'en ai pas en tête, je ne sais pas s'ils le sont, là, mais une compagnie d'assurance qui est partenaire, mettons, du tournoi de tennis, qu'est-ce qu'il y a à offrir autre que de parler de son truc et d'essayer d'aller le chercher autrement? Nous, on a le produit, les gens l'ouvrent, le boivent dans un contexte festif entre amis, avec ta blonde, avec ton chum, puis fait que c'est ces souvenirs-là qui vont rester. Fait que nous, on a le produit par excellence, ce que je crois, là, pour ce genre de partenariat-là. Fait qu'on essaie de faire de plus en plus de ces gros-là, puis d'en additionner au moins 1 à 2 par année. Là. Incroyable. Non, honnêtement, là, tu m'as surpris. Je m'attendais vraiment plus à une stratégie, on va dire, moins complexe. C'est vrai que c'est des niveaux de stratégie qu'on voit beaucoup plus chez des plus gros joueurs, parce que plus de budget, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis d'adapter, on va dire, la mentalité des gros, mais à l'échelle de Distillerie Trois Lacs, c'est pour pouvoir chaque fois être agile. Et d'ailleurs, ça m'amène à la prochaine question. C'est quoi, on va dire, le levier que tu préfères, toi, dans lequel tu trouves qu'il est le plus intéressant aujourd'hui? Si tu devais garder, on va dire, qu'un seul levier marketing, tu irais sur quoi? D'ailleurs, c'est peut-être le même par lequel tu as commencé ou pas? Ah, mais c'est juste que je n'ai même pas dit encore. Ça serait en fait, au sein de la SAQ aussi, on a un gros réseau de placement de produits, de placement de distribution, de rabais et tout, qui est une forme de marketing. Là, Bien sûr, 100%. Qui est aussi une forme de distribution. Là. Ouais, PLV, publicité sur lieu de vente, ou direct, tu joues directement là où tu achètes le produit. Fait que dans l'ordre, c'est lui notre plus important. Puis, tu sais, on travaille avec la SAQ, on travaille beaucoup avec eux autres pour justement avoir ces bons leviers-là, utiliser les bons adaptés à nous, utiliser des leviers aussi pour augmenter les ventes, soit en démarrage de produits, soit en relancer. Mettons que le produit a connu une croissance, pas qu'il descend, ou qu'il descend un petit peu, ou qu'il y a un plateau, là, qui a atteint un certain niveau de consommateur, puis là, tu veux comme rehausser ça. Pour nous, ça reste encore le meilleur moyen d'élever nos ventes. Le côté marketing, là, c'est ça en premier. Puis, si, mettons, j'avais un deuxième, ça serait les gros partenariats. OK. Fait avant les médias sociaux,
C'est hyper intéressant. Ouais, exact. Puis, tu sais, je dis peut-être ça parce que, tu sais, c'est des gros morceaux. Tu sais, pour moi, Bien sûr, oui. Pour moi, les médias sociaux, je pense que c'est rendu... c'est même plus quelque chose, genre, je devrais-tu le faire, je devrais-tu pas le faire. C'est rendu omniprésent dans Bien notre sûr, vie. c'est clair. Fait que probablement, je dis ça sans m'en rendre compte parce que ça fait tellement partie. Puis j'aime dans la vie, autant que je fais des grosses affaires, mais j'aime passer en petit, que plein de petites actions ont tellement un grand impact. Ça demande beaucoup de temps, mais ça a un grand impact. Puis j'ai l'impression que tu vas rechercher plus par dollar investi. Parce que tu vas combler tous les trous. Là. C'est comme prendre un pot avec des grosses billes puis mettre du sable. Là. Mais pour moi, les médias sociaux, là, ça vient tout calmoter le tout puis tout assurer que tout ça, là, ça c'est clair, bien sûr. Comme tu dis, si tu as une grosse opération dans une SAQ, rien ne t'empêche sur tes médias sociaux d'annoncer que tu as ces opérations-là. Tu sais, si tu as une grosse campagne à un festival, tu peux t'en servir pour le diffuser. Mais hyper intéressant, je pense que c'est hyper intéressant aussi pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Moi, je vais aussi apporter un point, on va dire, que la distillerie Trois Lacs applique, que j'ai pu voir et que je recommande à tout le monde, c'est d'humaniser sa marque. Ça, c'est vraiment la clé aujourd'hui. Donc moi, je suis biaisé, je suis spécialiste médias sociaux. Donc c'est un excellent moyen de le faire. Vous le faites d'ailleurs sur vos médias sociaux. Dans la dernière campagne, on vous voit tous les trois. On voit qu'il y a beaucoup d'humains dans les contenus. N'hésitez pas à vous humaniser. D'ailleurs, même l'origine de la marque est clairement humanisée. Elle est ancrée par rapport à vos histoires à vous. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner là aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Misez sur vous. On est de plus en plus à une ère où on n'est plus sur quelle est l'entreprise, mais qui sont les gens derrière l'entreprise. On le voit même avec des géants. Quand on pense à Apple, on pensait à Steve Jobs. Maintenant, on parle de Tim Cook. Maintenant, Tesla, on pense à Elon Musk. On pense maintenant aux humains derrière les marques. Et vous le faites aussi très bien. Vos visages, quand vous faites... là, on est en train de faire un balado. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, on était un peu dans la stratégie où les gens voulaient se cacher, voulaient un petit peu se cacher, non, c'est ma marque qui doit parler, c'est moi, je suis pas intéressant, je dois pas montrer mon visage, mais l'identité de la marque, qu'on le veuille ou non, elle passe aussi par l'identité de ses fondateurs, de ses fondatrices. Donc ça, c'est un petit point pour les gens qui nous écoutent, parce que là, la stratégie est tellement vaste que si on devait retenir un point, mais j'ai été très agréablement surpris, c'est hyper intéressant parce que c'est moins courant, c'est vraiment, comme je le disais, je me répète, mais on le voit vraiment chez des gros acteurs, donc je trouve ça intéressant que vous êtes allé explorer plein de terrains comme ça pour voir si ça a marché, d'avoir une stratégie au final complexe. Comme tu dis, vous êtes accompagné, j'imagine, sur chaque aspect, sur la publicité, sur l'organique. J'imagine que vous avez un réseau qui s'est bien développé, que ça ne s'est pas fait au jour 1 à l'année 1, mais hyper intéressant. Et là, on va parler d'un point beaucoup plus... Là, c'est la catégorie où on parle un peu plus des défis rencontrés. Et le classique, forcément, on parle à des entrepreneurs. Est-ce que c'est facile de concilier vie professionnelle et vie personnelle ? Là, je dirais même à 2 niveaux. Est-ce que toi, personnellement, c'est compliqué parce que ça travaille fort, mais au-delà de ça, vous travaillez entre 3 amis d'enfance. Comment ça se passe, tout ça ? Je vais commencer par ça. Plein de monde nous disent que vous êtes fous, que ça fonctionne, vous parlez encore en dehors de la... Fait que je sais pas si on est chanceux, mais ça fonctionne énormément bien. Puis j'ai l'impression que ça nous a même permis de connaître nos limites à chacun. Puis de savoir que la limite est dépassée, puis d'arrêter. Exemple, là, moi, tard le soir, là, à un moment donné, moi, je suis plus capable. Quand je commence à être fatigué, je commence à être grincheux, je m'ostine pour aucune raison. Ouais. Là, j'ai travaillé beaucoup. Là, à un moment donné, quand la business, ça roule, tu t'adaptes un peu, mais au début, on faisait des appels le soir, là, puis il était rendu 9h, puis là, mon assistant qui me disait... Mathieu, t'es grincheux, là, je pense qu'on finit l'appel, là, on se reparle le matin. Puis le matin, moi, je suis super fresh, là. Oui, ça recommence à 0. Fait que, tu sais, de savoir ça, mais là, tu t'ostines pas pendant 1 heure, puis là, le matin, t'as le goût de t'arracher à la tête parce que t'es allé trop loin la veille. Fait que ça nous a beaucoup aidé initialement à démarrer ça, puis comprendre ça. Puis aujourd'hui, je pense que c'est ce qui crée notre unicité entre les entrepreneurs. Puis je crois que c'est une des grosses clés de notre succès et de notre longévité. Je m'en laisse scraper ce mot-là. Mais... longévité, ouais. Ouais, exactement. Excuse-moi. Merci, Landy. Il n'y a pas de souci. Oui,
on est comme ça fait longtemps, puis ça fait pas longtemps, là, ça fait 5 ans. Mais mettons que j'ai des histoires que j'entends autour de moi, c'est pas toujours rose dans l'entreprise. Bien sûr. Il y a un associé qui quitte, la dynamique change, c'est plus pareil. Ben, nous, ça reste. Fait que je pense que c'est ce qui fait qu'on continue, puis ce qui fait que on est capable de garder une image de marque claire parce qu'on ne s'ostine pas sur sur une direction, puis ça finit qu'avec c'est le moins pire des réponses. Ouais. Fait que je pense que de ce côté amical-là, c'est notre force. Puis on reste encore amis. Évidemment, on ne fait pas exprès pour se voir tous les vendredis soirs, prendre une bière, puis le samedi matin. Là, on garde quand même notre vie privée. Bien sûr, ouais. On essaie de créer cette distance-là entre l'entreprise puis nous, mais on a même un cercle d'amis encore aujourd'hui. On se voit entre amis, pareil. Le jour de l'an, le 31, c'est un indémodable. On est tous les 3 ensemble à souhaiter la bonne année. Fait que, c'est quand même une... Je sais pas, ça fonctionne. Je suis convaincu que c'est pas ça pour tout le monde. Mais non, mais c'est clair. Mais ça fonctionne pour nous. C'est ça qui est intéressant à savoir. Et on parle de défi. Le fait que la SAQ contrôle vraiment fort la vente d'alcool au Québec, est-ce que, qu'est-ce que tu en penses personnellement? Parce que je sais que pour parler avec plusieurs acteurs, c'est vrai qu'il y a tous les avis sur ça. Bon, c'est les faits, mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu sens que ça te limite? Parce que tu pourrais faire plus... Forcément que la réponse va être oui, évidemment. Mais je veux dire, est-ce que tu sens que des fois, il y a des trucs que tu aurais aimé mettre en place, mais tu te dis, ce contrôle-là fait que... Ou tu l'as juste accepté, tu t'es dit, c'est les règles comme ça ici? En fait, moi, mais c'est la beauté de Nicolas et moi. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup. Voici les règles, puis on s'adapte aux règles. On va juste être les meilleurs avec ces règles-là. Ouais. Puis Nick, c'est plus... changeons un peu les règles. Ouais. Fait qu'à deux, on a le bon terrain. Moi, je suis pas trop dans... laissons-nous abattre par les règles. Bien sûr. Puis Nick, il va pas trop loin. Fait qu'on finit en sorte qu'on a un bon terrain d'entente. Mais la SAQ a toujours été là. Je suis né, elle existait, puis elle est encore là aujourd'hui après 5 ans d'entreprise. Fait que il faut travailler avec elle. Puis on a su travailler avec elle. On a su parler, quand on développe des produits, on leur présente. C'est ça que tu disais, ouais. Il y a des produits qui... Ce qui va nous limiter, je te dirais, c'est mettons qu'il y a des catégories de produits qui ont refermé la porte. Là, c'est fini. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ouais. Ils vont dire non. Fait que cette catégorie-là, tu peux plus. C'est correct. Mais il y a une raison aussi pourquoi que c'est fermé. Après ça, c'est à toi de dire, voici mon plan de commercialisation. Il est tellement fort que tu te dois de la rouvrir parce que je considère que ma place n'est pas le dernier de ta catégorie, milieu et peut-être premier. Ça, c'est à toi à faire ce travail-là. Excuse-moi. Mais la SAQ, elle a toujours eu la porte ouverte pour les distilleries québécoises. Elle a accepté tous les produits initialement, jusqu'à ce que ça soit une problématique, puis on a fini par établir la problématique, puis on est en train de la régler en essayant de faire une gestion de l'offre adéquate qui représente le marché, puis que les distilleries au Québec adhèrent au final là, au fait que effectivement, je peux pas juste sortir un produit qui attire moins de 0,001% de la clientèle. À un moment donné, il faut que ce produit-là ait sa place dans un marché. La seule chose, c'est sûr qu'il y a des distilleries qui sont plus fortes en région. Fait il y a ce carcan-là de la distillerie, de la SAQ. Puis c'est même pas la SAQ, c'est juste une question de permis, là, dans le fond, qu'ils sont obligés de vendre à la SAQ. Fait je sais pas c'est quoi la solution administrative par rapport à tout ça, mais au final, je pense que c'est une jeune industrie, elle va se modeler. On va finir par trouver les canaux les canaux de vente adéquats pour le type de produit. Puis moi, on n'a jamais travaillé avec la SAQ est un frein, la SAQ est un levier pour nous. Oui, c'est ça qui est intéressant dans ton discours, c'est que tu as fait preuve de résilience, tu t'es dit c'était comme ça, parce que j'avais une question qui suivait, j'ai vu que vous vendez en France aussi également. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant parce que j'imagine, dans les faits, je pense que la réponse est oui, c'est quand même plus payant dans ce fait quand même d'exporter que de vendre au Québec. Souvent, quand j'ai des discussions, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y en a, ils disent, au final, c'est plus intéressant si on arrive à se faire notre place
en dehors du Québec parce qu'on ne subit plus les restrictions? Est-ce que ça c'est aussi malgré tout, vous travaillez avec la SAQ, donc ce levier-là ne se pose pas, mais est-ce qu'il y a quand même cette volonté de se dire on va aller attaquer l'Europe, on va aller attaquer le marché nord-américain au complet? C'est quoi votre vision là-dessus? Vous voulez vraiment attaquer juste le Québec? C'est le cas de certaines entreprises et c'est totalement correct. Oui, on est... notre focus principal est le Québec. C'est... puis on n'est pas fermé au reste, là, mais... puis on explore le reste, mais le point focal, c'est le Québec. Ouais. Parce que on est connu. Parce que le monde connaît, nous on connaît. Le marché, oui, exactement. On connaît le marché. On connaît... L'acheteur, c'est nous. On est Québécois à la distillerie. Fait qu'on connaît... On est les meilleurs placés pour connaître notre acheteur. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut travailler sans cesse pour grandir, grossir notre marché au Québec, parce qu'il y a encore plein de possibilités de grandir. Bien sûr. On est loin d'atteindre le maximum de notre capacité de vente au Québec. Fait que c'est pas vrai que, moi, je suis pris un petit peu, là, fait que l'herbe est plus verte chez le voisin, fait que je vais essayer de mettre mes énergies chez le voisin, puis là, tu te perds un peu. On l'a fait un peu avec les États-Unis il y a 2-3 ans, puis... Tu sais, je trouvais que pour l'énergie investie, ça valait pas la peine pour où on était rendu en tant qu'entreprise. Je pense qu'on avait encore beaucoup à grandir puis à s'implanter parce que tant que tu n'es pas 100% implanté, tu peux perdre ces ventes-là. Bien sûr, c'est clair. Fait qu'on ne veut pas non plus perdre ce focus-là. Puis c'est toujours à gagner. Hein? C'est pas parce que tu as fait une vente hier que demain tu vas refaire une vente. 100%. Fait que ça, il faut toujours que tu entretiens ça. Fait que ça, c'est le focus principal. Oui, on va un petit peu en France. C'est timide quand même, mais c'est un essai. Puis on le fait, tu sais. Puis c'est étonnamment parce que c'est drôle parce que le produit qui fonctionne le plus en France, c'est le produit qui fonctionne le moins au Québec. C'est ça que j'allais te demander. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. Ça m'étonne pas. Ouais. Qui est un de mes produits favoris, là, qui est le gin qui est le rhum pamplemousse rose. OK. Je crois qu'une des raisons qu'il fonctionne moins bien au Québec, c'est parce que c'est un produit un petit peu plus, je ne vais pas dire niché, mais un produit que le monde font plus qu'est-ce que je fais avec ça. Mais quand le monde le goûte en festival, ils adhèrent, ouais. Moi, j'ai jamais acheté ça dans ma vie. Fait que je pense que c'est un produit qui nécessite à être découvert, mais c'est ça. Ça, c'est la barrière de l'achat initial qui fait que peut-être ce produit-là ne fonctionne pas super bien au Québec. Mais tu vas en mode exportation. Puis là, c'est que de l'exploration à l'international. Oui, c'est ça que tu veux. Tu peux pas te faire réconforter, tu veux te faire déstabiliser. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'il fonctionne bien en France, puis pas ici. Weird. Mais... Puis, c'est pas un produit québécois. C'est un rhum au pamplemousse. Donc, deux choses qui n'ont pas rapport au Québec. Dans un esprit floridien... extravagant, des couleurs super flyées, qui est comme l'opposé de qu'est-ce qui est le carcan québécois en France. Exact. Mais bon, c'est ça qui fonctionne. Et c'est hyper intéressant. Je trouve que tu as dit un truc hyper intéressant où, moi, tu sais, ceux qui nous écoutent sans doute, hein, je suis français. Et ce qui est intéressant, et je vais te rejoindre là-dessus parce que moi, j'ai choisi de venir vivre au Québec. J'ai une grosse attache au Québec. C'est pour ça que je développe plein de projets ici. Et effectivement, moi, ma vision qui vient du vieux continent, qui est beaucoup voyagé aussi à travers la planète, le Québec n'est qu'à ses débuts. Et c'est ce que je dis chaque fois que je rencontre une entreprise québécoise, des fois qui veut direct. J'ai l'impression qu'il y a ce truc-là, moi qui le regarde de l'extérieur, qu'il y a des fois un petit peu ce complexe. Il y a eu longtemps ce complexe de le Québec, c'est trop petit. On le voit, moi je le vois souvent dans le côté aussi un domaine qui m'appartient, la création de contenu. Je vois beaucoup que quand des Québécois ils commencent à grossir, ils veulent soit aller il y a deux chemins. États-Unis ou France. Ils osent pas se dire je vais devenir un géant et bâtir des trucs géants au Québec, et ça je le déplore un petit peu. Je dis pour le game québécois des créateurs de contenu, je trouve que ça mériterait à se bâtir ici, et c'est le cas aussi pour toutes les autres entreprises. Donc je trouve ça intéressant que tu le dises, et parce que moi qui ai un regard vraiment nouveau, assez neuf, ça fait 5 ans que je vis ici, je dis non mais il y a tellement de choses à faire au Québec, restez au Québec, faites ce qu'il faut au Québec. Moi quand j'avais commencé mes review de resto, review de bouffe avec mon compte, j'avais pris le chemin parce que quand je me suis lancé il y a 3 ans avec ce compte-là, je voyais que dès que des Québécois se lançaient, ils le faisaient en anglais.
Comme si il n'y avait pas assez de choses à mettre en avant au Québec. Et moi, en tant que Français, je me suis dit, mais c'est fou, il n'y a pas de contenu français là. On est au Québec, on est à Montréal, c'est fou. Et donc, j'avais pris une niche directement et forcément, il y avait une demande folle. Donc, le Québec est grand, le Québec est nouveau, il est là, il demande qu'à se développer. Moi qui regarde ça d'un continent beaucoup plus vieux, qui a plus tendance, ça c'est mon opinion, à descendre qu'à monter, ben, j'ai l'impression que là, on est dans un territoire de possibilités et on voit chaque jour, il y a des belles compagnies qui se lancent, il y a tellement de choses. Il faut oser investir au Québec, créer au Québec, parce qu'il y a 1 million de choses à faire dans toutes les industries, notamment l'agroalimentaire. Moi, je suis hyper content de voir une industrie agroalimentaire hyper riche. Le Québec, pour avoir aussi vu le reste du Canada, je suis toujours content de rentrer au Québec, honnêtement. Chaque fois, je rentre à la maison, je me dis, on est bien au Québec quand même. Il y a vraiment cet art de vivre, cet art du plaisir qu'on n'a peut-être pas dans toutes les autres provinces, on ne va pas se mentir, ça n'engage que moi. Mais souvent, au Québec, il y a quand même vraiment cet art de bien faire, de aussi vouloir se faire plaisir autant dans la boisson que dans la nourriture. Je vois qu'il y a vraiment une industrie florissante, donc oser créer au Québec pour le Québec. Je pense que ça fait encore plus de sens de le dire au moment où on enregistre ce podcast avec tout ce qui se passe petit peu dans le monde, mais c'était la petite parenthèse que je donne d'un point de vue extérieur et je trouve ça intéressant que tu aies appuyé là-dessus, que tu mettes le point de nous, on veut développer au Québec en priorité, et évidemment après c'est le jeu aussi d'une entreprise, tu veux t'amuser à naviguer, peut-être qu'après tu seras plus développé en France, peut-être qu'après tu vas réattaquer les États-Unis, mais je trouve ça intéressant que tu marques Distillerie Trois-Lacs en priorité. C'est pour le Québec qui, comme tu dis, il te reste tellement de choses à explorer encore dans la province là, on est ça qui est 8 beau. millions d'habitants là. C'est ça. Pour une multinationale, peut-être que c'est pas gros 8 millions, mais pour une petite entreprise, c'est énorme. 8 millions là. Je suis loin d'avoir 8 millions de clients. Exact. Il y en a de la possibilité encore là. Exactement. Ouais. Et ça, c'est une question que j'ai notée aussi, que je trouve intéressante, c'est pourquoi être parti dans le sans-alcool. J'ai vu qu'il y a quelques années, je crois que c'est même toi qui l'avais dit dans un balado, non, on est une distillerie. J'ai préparé mon truc. Mais là, vous venez de lancer du sans-alcool et je trouve que c'est intéressant, pas forcément pour la distillerie, seulement la distillerie Trois-Lacs, mais le marché, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus sur le sans-alcool. Est-ce que toi, tu as vu une évolution en 5 ans ? Comment ça se passe? Peut-être parler au nom de l'industrie aussi, sans pour autant être porte-parole, mais pourquoi de plus en plus il y a ce sans-alcool et ce développement au final de ce côté-là? C'est une tendance mondiale. Ouais. Puis, tu sais, du côté de sans-alcool, je pense que ça a été très timide. Là. La pandémie est arrivée. Le monde avait goût de boire. Fait que, c'est clair. C'est quelque chose qui s'est comme fait un petit aparté dans le temps. Mais je pense que le monde se conscientise sur la responsabilité de consommer. Consommer de l'alcool, mais consommer de la bouffe, consommer du sucre. Il y a une conscientisation sur qu'est-ce qu'on consomme. Puis, je pense aussi que le monde veut continuer à avoir du plaisir, mais avec une alternative. Puis, c'est ce qu'on a voulu faire. Puis, quand je dis qu'il ne faut pas se dénaturer, il faut garder sa ligne de pensée, mais s'adapter. Pour nous, à l'époque, c'était inconcevable de faire du sans-alcool parce qu'on est une entreprise d'alcool. Puis, avec le temps, notre mentalité a changé un petit peu, puis on s'est dit, au final, c'est pas ce que tu fais de l'alcool, tu fais du sans-alcool. Nous, on veut avoir du plaisir, on veut générer du plaisir, on veut créer des moments chez le consommateur. Puis, on a créé 2 produits qui répondent 100% à ça, qui est la version sans alcool de notre gin limonade rose et notre gin limonade framboise bleue. Puis, le goût, il est pareil. Le fait d'aller chercher ta canette, la craquer, de participer avec les gens, au final, c'est pas l'alcool qui compte, c'est le produit que tu consommes, puis l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu consommes le produit. Puis pour nous, ça a été une révélation. On s'est dit, dans le fond, c'est ça. Puis on s'est dit, parfait, faisons-le, parce que on croit que le produit Trois-Lacs qu'on a en tête a sa place dans le marché. Puis on l'a lancé, puis je veux dire, on avait autant de plaisir à le commercialiser qu'à le boire. Là. J'en ai bu en fin de semaine, puis c'était le fun, tu sais. Puis... Et les retours sont excellents. J'ai lu les retours, c'est excellent. En fait, c'est que depuis qu'on l'a sorti, là, notre limonade bleue est numéro 1 à la SAQ en prêt-à-boire sans alcool. Donc, trop bien. Donc, c'est assez exceptionnel. Là. Fait que ça fait 6 semaines, mais c'est 6 semaines qui c'est génial. Un bon démarrage. Alors, mais c'est vrai, je lisais même les commentaires et tout ça. Tout le monde parlait énormément de ça. Ils disaient, non, mais super, j'ai hâte d'en recommander et tout ça. Donc,
Trop bien, mais c'est pour ça que je voulais quand même avoir ton point parce que je me suis dit c'est intéressant et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, le sans-alcool. Après, je pense aussi que, comme tu dis, le principal c'est de ne pas se dénaturer et tu as réussi à amener Distillerie Trois-Lacs dans un sans-alcool, donc pourquoi ne pas le faire au contraire, tu vois. Et ça n'empêche pas de forcément, tu sais, il y a de la nuance, rien ne t'empêche de deux fois tu veux te faire plaisir, tu vas boire un petit verre d'alcool et après tu peux aussi te faire plaisir le lendemain avec du sans-alcool aussi, donc ça vous élargit la gamme aussi. Exact. Puis tu sais, je pense que ce produit-là reflète énormément un de nos modes de pensée qui est il est jamais trop tard pour sortir quelque chose, mais il peut être trop tôt pour le sortir aussi. 100%, ouais. Tu sais, des fois, il faut que tu saisis les opportunités. C'est jamais vrai à 100% ce que je viens de dire. Ça se peut, à un moment donné, que la fenêtre, tu refermes, c'est fini, puis tu passes à autre chose. Mais des fois, c'est dommageable de le sortir trop tôt et pas dans le... C'était pas le bon produit, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon contexte. Puis aujourd'hui, on avait les deux produits piliers alcoolisés parfaits pour le transposer en version sans alcool. Si on avait fait ça dans le temps, on n'aurait pas eu les bons produits, on n'aurait pas eu le bon thinking par rapport à ça. Puis tu vois, il y avait d'autres produits là, sur le marché, puis on rentre, puis on devient numéro 1 instantanément. C'était peut-être pas le momentum, effectivement. Avant, c'est comme toutes les voitures électriques qui se sont lancées avant Tesla. Tu sais, il y en a qui étaient bien meilleurs avant, mais tout le monde dit, mais c'est quoi ça? Et au final, maintenant, tu vois que tu as eu un momentum où les gens, après, sont partis dans le marché. Donc, c'est un bon point aussi que tu dis que des fois... être précurseur n'est pas toujours payant, faut le rappeler aussi. Des fois, tu sais, quand on est premier quelque part, des fois, on n'est pas poussé par l'engouement de toute une industrie, une émergence globale. Donc, on peut aussi se tromper. Des fois, c'est bien d'être, j'allais dire, safe quand même dans ce qu'on propose. Et là, on arrive un petit peu à la section leçons et conseils. Est-ce qu'il y a des ressources particulières qui vous ont aidé, des personnes, parce que vous partiez de zéro? Est-ce que vous avez eu des rencontres qui vous ont marqué vraiment, ou vraiment un endroit où aller chercher de la ressource? Ça peut être que non, ça peut être qu'à trois, vous êtes allés vraiment piocher chacun de votre côté, mais... Non, il y a des personnes clés sur notre passage, là, que ça soit... je n'ai plus jamais revu, mais une Marie-Lou qui travaillait chez... les anciens CLD, là, je ne sais pas si tu connais ce concept-là, qui était une entité gouvernementale qui a été laissée aller. Là, puis dans le fond, aujourd'hui, ils ont tous changé de nom. Là, mais c'est des entités locales de développement économique. Ouais. Donc, elle nous a aidés à nous définir t'es-tu une Inc, t'es-tu pas une Inc, qu'est-ce que tu dois faire. Fait elle nous a beaucoup mis initialement sur qu'est-ce qu'il faut faire. Puis genre d'incubateurs locaux, on va dire. Oui, exact. Fait que ça a été des moments marquants initiaux. On dirait qu'il y en a tellement. Là, on dirait que je suis comme... je fige cette question-là, puis je sais qu'il y a des discussions marquantes qu'on a eues tout au fil du temps, mais tu sais, c'est des passages aussi... je vais en dire un, là. On avait engagé un mixologue à l'époque, Samuel. On se voit de moins en moins, mais ça a été un ami. Là. On a fait le travail, il a démarché tout le côté événementiel chez nous. Puis, force d'admettre, il voulait retourner dans le milieu de la restauration, puis il est retourné. Puis, des fois, les choses font bien. On a découvert, c'est Gabriel qui avait fait une activation avec Sam. Puis, finalement, ça nous a mis en contact avec Gab. Puis là, c'est elle qui est ici aujourd'hui. Puis, cette personne-là, au quotidien, elle nous stimule, elle nous drive. Moi, elle ouvre les portes, puis nous, on la retient, là, tu sais. Puis c'est correct, la dynamique, tu sais. Puis ça, c'est pas un moment marquant. Ça, c'est dans le quotidien, tu sais. Fait mais ça reste que le moment marquant d'une transition. Tu sais, des fois, c'est plate parce que tu perds un employé cher, mais tu le remplaces, puis finalement, pas que c'est mieux, c'est différent, puis ça t'amène ailleurs. Il y a une autre énergie qui se dégage de ça, ouais. Ouais, exactement. Puis, tu sais, je vais le redire, mais Pigeon. Tu sais, Pigeon, ça a été l'élément déclencheur, sans le vouloir, de quelque chose de gros. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, il y a des gens qui ont travaillé chez Pigeon, qui sont venus et partis, puis qui ont eu une marque sur... Tu sais, tu vois encore, ça, c'est la personne qui travaille chez Pigeon. Ouais, oui, bien sûr, leur patte. Ils ont toutes leurs marques dans le passage de la distillerie. Mais
Mais il y en a plein d'autres. Je m'excuse à Ouais, tous non, mais ceux que j'oublie. Mais... Oui, parce que je précise là, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, pas du tout il n'avait pas du tout les questions en avance, hein, donc il les découvre en même temps. Donc, c'est pas comme un discours là aux Oscars où tu as le temps de préparer tes remerciements. C'est venu comme ça, mais non, mais c'est aussi le but aussi de ça. Tu sais, si tu as un ou deux moments marquants, donc là, tu l'as fait. On embrasse tous ceux qui ont été, évidemment, on se doute qu'il y a eu plus de 2 rencontres comme dans n'importe quelle entreprise, mais parfait. Là, on arrive à une séquence qui s'appelle la séquence entrée plat dessert. J'allais dire c'est des questions entre guillemets un peu plus spicy, mais pas tant que ça. C'est plus une question à l'entrée, au plat et au dessert. La première, c'est l'entrée, c'est pour arriver à faire un produit de qualité, on passe forcément par une multitude d'essais-erreurs. On parlait beaucoup des bons produits, mais quel est le pire produit ou la pire saveur que vous avez essayé et jamais vendu? En test, vous avez goûté, vous avez dit non mais c'est dégueulasse. Il y en a? Oui, pas tant. Pas tant dans les nouveautés. Depuis qu'on a lancé le premier produit, on est quand même pas pire aujourd'hui. Mais dans les premiers tests, on a fait de quoi? Avec des herbes et tout, ça goûtait la sauce à spaghetti. Un gin à sauce à spaghetti, c'était dégueulasse. Incroyable. Puis tu sais, sur papier, on était comme ça va être malade, puis c'était dégueulasse. J'ai jamais goûté quelque chose aussi horrible que ça, mais non, sinon, pour vrai, c'est fou le travail qu'on fait ensemble. En amont, ouais. Ouais, puis tu sais, on devient, on l'imagine. Ouais. On sait ce qu'on veut que ça goûte. Puis on y arrive tellement plus vite qu'avant. Ça serait mentir de dire nous avons travaillé pendant 6 mois. Ouais, bien sûr. C'est pas vrai. Il y a une alchimie presque immédiate Exact. Ouais. Il y a des produits, les meilleurs produits se sont développés en 1 mois. Incroyable. Fait que parce qu'on sait ce qu'on veut, puis on le définit. Mais il y a des choses, c'est vrai. Tu le goûtes, t'es comme. Mais déjà, c'est hyper intéressant. Peut-être pour le 1er avril, à la limite, ça peut sortir. Ouais, c'est ça, une grosse boîte. En édition limitée. Ouais, on ressort en édition limitée le gin au spaghetti. Mais hyper intéressant. La deuxième question, donc sans pour autant parler politique du tout, c'est pas le but. Mais qu'est-ce que tu penses de ce retour de consommer canadien, québécois? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, en tant qu'entreprise? Ben, en fait, je trouve que c'est bien, mais j'espère que ça va perdurer, en fait. Parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, on a vu que post-pandémie, ça allait estomper. J'espère que c'est quelque chose qui va faire encore réfléchir. La dernière fois, c'était une maladie. Là, c'est un contexte politique. C'est ça. Je sais pas ce qui touche le plus, qu'est-ce qui fait, mais je pense que ça a un gros retour local. Ça favorise des entreprises d'ici à essayer de commercialiser à nous. Tu sais, je l'ai dit tantôt, c'est nous on connaît le plus notre marché. Complètement. Fait qu'on a les produits, tu sais, on a le thinking parfait pour créer des produits pour nous. Oui, c'est sûr que la problématique, c'est que ça referme des barrières. Ça va complexifier sur l'approvisionnement. Ça va clair, oui. Augmenter encore plus nos produits, qui va encore plus créer une distance entre les petites entreprises et les grandes entreprises, ce qui est vraiment dommageable pour ce générateur de consommation locale-là. Mais je pense qu'il faut juste se conscientiser. Puis, tu sais, quand je parlais aussi tantôt de se conscientiser sur ce que tu consommes dans les ingrédients. Exact. Mais on peut aussi se conscientiser sur qu'est-ce qu'on achète. Puis, un peu... c'est le retour, on dirait, la conclusion, là, mais on parlait aussi d'humaniser nos médias sociaux, de mettre qui qu'on est de l'avant. Puis, mais il y a quoi de mieux que s'identifier 100% à une marque quand c'est quelqu'un de chez toi? 100%, bien sûr. C'est ton même thinking et tout, tu sais. Fait que pourquoi essayer de s'associer à une grande marque sans saveur américaine quand on peut s'associer à une compagnie d'à côté puis qui a un succès, puis que t'es comme tabarnouche, je suis fier de ça. Ben, je vais l'acheter moi aussi, ce produit-là. Puis moi aussi, je suis fier de participer à cet essor-là parce que, je veux dire, oui, on a un bon produit, oui, on a des bonnes stratégies marketing, mais si personne ne l'achète, on n'est absolument rien. Fait au final, les héros de ce succès de Trois-Lacs-là, ben, c'est tous nos clients. Fait que, il faut juste que ça continue, puis il va y avoir juste plus de succès entrepreneurial au Québec, si on fait ça. Et même pour les gens, en fait, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que quand on investit dans son économie, ça bénéficie à tout le monde. C'est de l'économie de base, mais l'argent qui reste... plus long terme. C'est ça, ouais, parce que c'est pas l'économie de la journée. Oui, on ne te rend pas un chèque à la fin de la journée. Non, mais là, l'argent va rester dans le pays. Est-ce qu'on va diminuer les impôts au fil du temps? Fait
c'est une mentalité long terme. Toi, tu vas augmenter ta production, donc tu vas embaucher des gens ici, ouais. forcément. Fait que c'est un cycle qui fait que ça reste à l'interne. Parfait. Et le dessert, ça c'est une question qui bouge jamais, que je trouve intéressante, c'est si tu pouvais voler une idée marketing à une marque ou le marketing entier d'une marque, laquelle ce serait? Là, c'est la même pour tout le monde. Ça peut être qu'un seul élément. Par exemple, premier invité, Chef Oli, il a dit, moi, ce serait Ricardo. Il a dit, si je pouvais voler le marketing parce que lui, il était Chef Oli. Il a dit, moi, je volerais le marketing de Ricardo. Et les invités d'avant, Caron et Frères qui ont des cafés, eux, ils avaient pris le packaging d'une marque qui était aux Pays-Bas. Ça peut être vraiment tous les éléments. Est-ce qu'il y a un truc que tu as vu dans la concurrence, c'est une manière bienveillante où je suis admiratif de ça, de comment ils ont fait ça ou comment ils ont fait ça. Que ce soit au Québec ou ailleurs d'ailleurs, ça peut être dans le monde. Ouais. Mais j'en ai deux en tête. Là. Je vais commencer par lui parce que je ne vais pas d'élaborer, mais Maxi et Boréal. OK. Puis je vais plus parler de Boréal parce que je pense qu'il réussit dans le même carcan. Là, puis c'est une belle entreprise dans le food beverage là, comme qu'on est. Puis on dit qu'ils nous surprennent tout le temps. Ils ont toujours la bonne phrase, le beau, la belle campagne, qui pense ça, puis qui joue parfaitement sur on est Boréal, là, on est partout au Québec. On est clair. Gros. Mais on est petit parce que si je me compare à lui, je suis une crotte dans l'univers. Fait au final, autant que nous, on le laissait, je pense que Boréal le fait de côté exponentiel à nous de marcher sur les deux terrains, puis de vraiment bâtir cette image de marque, puis de faufiler, puis de réussir à s'adapter. Fait que je pense que Boréal, c'est top. Puis je reçois des messages de pub de Boréal de mes amis qui disent « C'est malade, ce pub-là! » Oui, mais ça, c'est hyper intéressant aussi de rendre des fois, parce que forcément, on voit tous des trucs qu'on trouve super chez un autre et c'est pas pour autant, c'est pas honteux de le dire, c'est intéressant au contraire de faire rayonner ceux qui nous inspirent où tu dis « Ah là, eux, ils sont vraiment forts ». Et Maxi, c'est vrai qu'ils sont excellents. Oui, exactement. Mais c'est le fun que tu dis ça parce que nous, on veut être les leaders. Ouais. Je veux être premier. Ça veut pas dire que je vais être premier, mais je veux penser comme un premier. Puis on a des cibles, des entreprises qu'on cible, qu'on veut atteindre. Bien sûr. Où est-ce qu'eux sont? Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Il y a des cibles que je me suis fixé, que j'ai atteint facilement, d'autres plus difficilement. Mais j'ai ce thinking-là, fait que c'est bien de s'inspirer des autres. J'avais un prof en architecture qui dit « Faut pas se copier, il faut juste savoir bien s'inspirer. » C'est un bon point, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder les plus grands, qu'est-ce qu'ils font aussi, ou des fois même des plus petits où tu te dis « Ah là, tu vois, j'ai vu une toute petite compagnie et eux, je trouve que c'est génial comment ils communiquent. » Donc cette séquence, elle permet aussi des fois de pouvoir montrer que au final, oui, il y a de la concurrence, mais à la fois de moins en moins quand on mise sur son image de marque, on n'est pas tellement des concurrents, tu vois, c'est quelqu'un, il va acheter parce que quoi qu'il arrive, il te veut toi. Tu sais, par exemple, moi demain, Samsung, ils veulent me mettre tous les arguments, moi je suis vendu pour Apple, tu vois, donc ils auront beau tout me dire, c'est ce que j'adhère à l'image de marque aussi, j'aime bien, on va dire, le produit, le branding et tout ça. Donc oui, il y a de la concurrence, évidemment, que quand quelqu'un met $1 quelque part, il le met pas ailleurs, mais malgré tout, chacun avance dans sa direction et le Boréal, c'est intéressant que tu dises, tu veux aller à leur niveau, aller te confronter à eux, et c'est de bonne guerre et ça fait plaisir aussi. Au final, il y a de la place pour tout le monde, ça fait un peu bisounours de dire ça, mais c'est la réalité quand même malgré tout. Ouais. Et on arrive déjà à la fin de cet épisode. Malgré tout, je pense que ça fait une bonne heure qu'on parle. On avait plein de choses à dire, on avait plein de choses intéressantes à développer. Est-ce que tu as un truc à partager aux gens pour terminer? Est-ce qu'il y a un produit qui s'en vient? Est-ce que tu as envie de recommander quelque chose aux gens? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Est-ce que tu as une actualité particulière? En fait, je vais parler côté entrepreneurial. Ouais. De toujours avoir ce plaisir-là derrière. Des fois, c'est facile de tomber dans un carcan, dans ta poutine de tous les jours, mais je me force tellement tous les jours à essayer de sortir, de regarder le passé sans tomber dedans, parce que c'est dur de regarder le passé quand tu es dans l'entrepreneur, parce que c'est là que tu regardes. Exact. Puis de voir tes faux pas, puis tout, puis moi, je suis avec mes amis, de rester dans le... nous, c'est notre valeur, là, mais de rester dans le plaisir, Oui, t'as des chiffres, t'as tout ça, mais si tu gardes le sourire, tu gardes la drive, tu gardes les choses vont finir par
par se placer. Puis rester ouvert, tu sais, rester ouvert au changement parce que des fois, là, t'as tellement ton idée, là, puis c'est ça. Fais juste... Hey, la vie est trop courte, là. Fais juste rester... aie du plaisir, reste ouvert. Fais juste... Puis tout va découler de ça. Là. Fait que moi, ça, c'est mon côté... un beau message. Mais philosophique de la chose, là. Parce que l'entrepreneuriat, ça peut tomber tellement dans un... C'est clair. Dans un stress, dans une logique ou quoi que ce soit, puis ça prend ça. Mais si t'as pas tout ce que je viens de dire, ben tu vas te perdre là, dans ce carcan-là, puis c'est ça. 100%. Ben, merci Mathieu. Au contraire, on a terminé en douceur. C'était parfait. Donc, mais on est hyper content de t'avoir reçu. Et d'en avoir su un petit peu plus sur la distillerie Trois-Lacs et pas la distillerie des Trois-Lacs. Merci. Très important. Merci à vous qui avez regardé, écouté cette émission. Merci à Origine de produire Mangeons Marketing. Et merci à la Grappe de commanditer cet épisode. D'ailleurs, au passage, si vous êtes arrivé à ce niveau-là de l'épisode et que vous avez besoin de service marketing, vous avez moins 10%. Donc, n'hésitez pas à venir vers la Grappe et tout simplement leur dire que vous venez de la part de Mangeons Marketing. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et encore merci, Mathieu. Ouais, merci à toi. C'était un vrai plaisir. Ciao.